Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatifs Hebdo et je vous propose de, sans plus attendre, de poursuivre le passage en revue de l'actualité estivale en compagnie d'Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Autre problématique de citoyenneté différente cette fois-ci, oui. C'est le phénomène du oups. Oui. Parce que c'est du côté de KPMG suite à une erreur, on va dire, malencontreuse, près de... Alors là, je vous laisse donner les chiffres, mais oui. Combien de discussions ont été supprimées Je vais vous dire le chiffre, mais effectivement, comme vous disiez, je crois que le terme « oups » est assez bien choisi, parce que combien de fois ça vous est arrivé d'appuyer sur une touche et puis de vous dire « Ah, j'aurais pas dû le faire », mais bon, parfois ça n'a pas de conséquences. Là, ça en a eu plus, puisque donc c'est un administrateur mal avisé qui a appuyé sur la touche, je ne sais pas s'il a fait « oups », et donc il a éliminé 145 000 conversations, donc des chats dans Teams. Évidemment, c'est quand même un peu embêtant. Bon, pour tous ceux qui utilisent la plateforme Teams, on voit qu'il y a encore des progrès à faire en termes d'ergonomie, donc il est possible qu'ils soient un peu emmêlés les pinceaux, si je puis dire. Il y a aussi tout... Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de sauvegarde. C'est surtout ça. Alors, voilà. Donc là, la question, c'est, oups, ça disparaît. Puis on se dit, bah non, il y a des sauvegardes quelque part, et puis non, là, c'est irréversible, et Microsoft a confirmé, c'est irréversible. Donc tout ça a été éliminé. Donc il y a aussi les fichiers attachés. Ces fichiers-là n'ont pas été supprimés, donc c'est déjà quelque chose. Mais en tout cas, toutes les conversations, alors bon, tout n'est pas stratégique, vraisemblablement, mais enfin, il y a quand même certainement des échanges entre collaborateurs qui sont importants, et tout ça, ça a disparu. 145 000, c'est quand même pas négligeable. Donc moralité, pour les utilisateurs de Teams, la sauvegarde n'est pas forcément prévue par défaut, c'est un point à regarder de près. Alors, Guy, on parle d'emploi IT, puisque évidemment, dans ce contexte de crise, on peut se poser des questions sur la capacité du secteur, qui, on le savait, était extrêmement dynamique en termes de recrutement. Alors, on a eu des chiffres assez récemment, qu'est-ce qu'il en est ? Donc, on le sait, donc ça, c'est les chiffres du deuxième trimestre, des créations d'emplois. Je dirais que pour l'ensemble des secteurs, je crois que les résultats ne surprendront personne. C'est, je dirais, une baisse des offres d'emploi dans des proportions assez considérables. Et il se trouve que l'informatique, alors on a beaucoup parlé ces derniers mois de transformation numérique avec le télétravail, tout ce genre de choses. Donc tout ça, il faut à la fois des gens pour les entreprises, chez les utilisateurs, et puis pour développer toutes ces activités. Et donc, il y a eu, au deuxième trimestre, pour le secteur IT, il y a eu une augmentation de 12%. Donc, vous voyez que finalement, le secteur a bénéficié de... Alors, l'idée, c'est de toute façon, ce serait peut-être arrivé, mais c'est de dire qu'on a fait peut-être en une période plus courte ce qu'on aurait fait dans quelques années ou quelques années. Donc, il a fallu aller vite, pallier au plus pressé, embaucher du monde, et donc résultat, une augmentation des offres d'emploi de 12% sur le deuxième trimestre, donc c'est quand même significatif pour le secteur. Sachant quand même, Guy, je vous coupe, que tout n'est pas rose quand même sur le fond de l'emploi, parce qu'il y a pas mal d'annonces de plans sociaux, on a retenu une. Alors, une qui est elle, tout à fait symbolique, alors peut-être pas représentative, puisqu'on vient de dire le contraire, mais en tout cas très symbolique, puisqu'il s'agit de Accenture, c'est un poids lourd dans le domaine du conseil, 25 000 emplois. Donc c'est beaucoup. Alors Accenture, c'est près de 500 000 salariés. C'est énorme. Donc 25 000, ça fait 5% de la force de travail d'Accenture. C'est beaucoup, 25 000. Sur l'ensemble, c'est un peu moins. Alors après, comment ça se décompose dans les pays, ça, le détail n'a pas été donné. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, 25 000, on va supprimer. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, l'annonce a été faite. Et il est probable qu'il y ait d'autres sociétés, je dirais, comparables qui annoncent, parce que, on est en septembre, mais oui, l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie, l'année 2021 arrive, les conditions sont toujours à peu près les mêmes, donc on est peut-être qu'au début d'une longue phase d'annonce de ce type-là. Alors justement, de l'emploi à la formation, il y a un pas finalement qu'on franchit assez facilement. Avec nos lecteurs ont dû le voir, la mise en liquidation du groupe de formation des écoles Supinfo, et qui ont été reprises. En tout
tout cas ce qu'il en reste en partie, a été repris par un autre acteur bien connu du secteur, Ionis Group. Oui, donc Supinfo, donc c'est un nom qui est quand même connu, hein, vraisemblablement de nos DSI qui ont dû embaucher des gens qui ont été formés à Supinfo. C'est une école qui a été créée dans les années 60, en 65. Donc vous voyez que ça remonte à loin. Alors à l'époque, on faisait pas d'informatique encore à proprement parler. Je crois que c'était des cours de mécanographie. Ah, oui. Je pense que c'est un terme qui peut-être pour beaucoup de nos lecteurs ne signifie pas grand-chose. Et puis bon, au fil du temps, évidemment, ils sont venus à l'informatique. Donc c'était une école avec un réseau de franchisés. Hein. Il y avait une trentaine de sites dans le monde, donc c'est quand même très important. Donc comme vous le disiez, en liquidation judiciaire, qui a été repris par Ionis Group. Ionis, donc bien connu, hein, c'est Epitech, Epita, puis il y en a d'autres, mais enfin c'est les deux plus connus. Alors d'après ce que dit le tribunal de commerce, en fait c'est pas nécessairement la meilleure offre, mais c'est en tout cas celle qui apporte les meilleures garanties en termes de sauvegarde de l'emploi. Donc c'est quand même un nombre d'emplois non négligeable. Et puis pour tous les étudiants qui sont en cours d'études, comment ils vont faire pour avoir leur diplôme. Donc apparemment Ionis apportait des garanties pour que les étudiants qui avaient commencé à Supinfo puissent continuer et finir leurs études tout en ayant la certification nécessaire. Donc en tout cas c'est une page qui est tournée. Supinfo, ça faisait partie du paysage de la formation dans notre secteur. Alors, on reste toujours un peu dans l'écosystème et on parle, j'allais dire, d'une vieille dame, hein, en l'occurrence le SIGREF, hein, qui fête ses 50 ans. Alors bon, le contexte est évidemment un peu particulier et j'imagine que les responsables du SIGREF, on connaît bien, imaginer une autre façon de fêter ces 50 ans-là. Bon, on sera honnête que partie remise, mais... Donc 50 ans, donc c'était le 5 août 70. Alors on pense toujours que l'informatique c'est encore un secteur très jeune, mais finalement le SIGREF 50 ans c'est quand même ça remonte à loin. Et donc le SIGREF, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire l'acronyme SIGREF. Je donne ma langue au chat. Alors c'est Club informatique des grandes entreprises françaises. Bon, c'est ce qu'on sait en fait, hein. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Donc ça réunit à peu près 150 grandes entreprises et ça représente 9 millions de salariés. Donc je dirais que c'est vraiment représentatif des DSI des grandes entreprises. Et donc, c'est dans les années 68 où, alors on va pas refaire l'histoire du SIGREF, hein, mais Pierre Lhermitte qui était conseiller du Premier ministre, je crois, à l'époque. Non, conseiller d'un patron d'une grande entreprise qui était allé aux États-Unis. Et donc, à l'époque, hein, on disait, bon, ce qui se fait aux États-Unis va arriver en France 5 ans plus tard. L'écart, c'est quand même singulièrement réduit. Et donc, il a vu ce qui est arrivé, il a vu que, bon, 70 déjà, en France, il y avait peut-être, le nombre d'ordinateurs se comptait en milliers, hein, c'est pas beaucoup plus que ça. Et il a bien compris que, finalement, les ordinateurs, au sens large, allaient se diffuser dans l'ensemble des entreprises et devenir une présence, qui est le cas aujourd'hui. C'est la prémisse de la transformation numérique. Voilà, exactement. Et donc, il a créé ce club, qui est très actif, hein, puisqu'il publie une trentaine de publications chaque année, hein, sur des thèmes les plus récents. C'est des thèmes dont on parle régulièrement, hein, c'est l'informatique quantique, c'est la 5G. Donc et puis il y a aussi les mises en place des bonnes pratiques. Donc c'est un peu de prospective, mais aussi de choses voilà, c'est ça, des choses très concrètes. Comment on fait être sûr que le contrat que vous signez avec votre fournisseur soit un bon contrat. Il s'était fait remarquer ces derniers temps, vous vous souvenez, en tirant un peu sur les grands éditeurs, voilà, hein, en disant qu'il poussait un petit peu sur les contrats. Donc, bon, c'est un acteur incontournable de notre secteur. Très bien. Et puis, alors, on continue ce passage en revue de l'actualité estivale avec l'aspect juridique, hein, avec quand même une grosse annonce, même si je trouve qu'elle n'a pas forcément... Justement, elle est peut-être passée au travers de la torpeur estivale. C'est la problématique du Privacy Shield, qui, grosso modo, comme disait un feu président... Oui, c'est ça. Ce qui est évidemment assez problématique, puisque un certain nombre d'acteurs d'origine américaine ont récupéré nos données sous l'égide du Privacy Shield, à partir du moment où il est plus légal.
Oui, effectivement, ne serait-ce que d'ailleurs le nom est assez contre-intuitif parce qu'on se dit Privacy Shield, ça va vous protéger, hein, puis en fait ça protège rien du tout. Donc on va pas refaire l'historique, mais il y avait le Safe Harbor qui était déjà les prémices de ça. Le Privacy Shield, ça avait été négocié entre l'Europe et les États-Unis dans les années 2015-2016. Et donc, effectivement, comme vous le disiez, ne garantissait ne permettait pas d'être sûr que des données d'entreprises françaises allaient être transférées aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis, entre-temps, l'Europe a quand même pris la mesure de toutes ces données en termes de protection des données personnelles. Il ne vous a pas échappé, il y a un peu plus de 2 ans, il y a eu le RGPD. Et donc, l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que alors, le RGPD, lui, en Europe, il s'impose à toutes les entreprises, y compris américaines ou chinoises. Et donc, en gros, l'idée, c'est de dire, on va renégocier un accord qui sera tel que les pays ou les régions avec lesquelles on signera l'accord apporteront le même niveau de garantie que le RGPD l'apporte. Ce qui n'est pas le cas avec le Privacy Shield aujourd'hui. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec le Privacy Shield. Alors, si on prend le cas des États-Unis, et clairement, ils n'apportent pas le niveau de garantie puisque la protection des données personnelles est... Les États-Unis sont en train de réfléchir, mais en tout cas, ils sont assez loin du niveau de réflexion de l'Europe. Alors, il y a des États comme la Californie qui ont un peu l'équivalent du RGPD, mais je dirais que, on sait que les États-Unis, c'est un État fédéral, et donc au niveau de l'État fédéral, n'apporte pas les mêmes garanties. Donc, je dirais que c'est la conséquence logique de tout ça. Donc, maintenant, il va falloir retrouver un nouveau cadre qui permettra de faire en sorte que soit les États-Unis se mettent au même niveau que le RGPD, soit il va falloir trouver des accords pour que les choses puissent se faire correctement. Très bien. On conclut par la traditionnelle séquence rachat de l'été. Il y en a eu pareil, pas un certain nombre. On en a retenu 2. Le premier, c'est Silver Peak, racheté par HPE. Silver Peak, l'optimisation des réseaux, qui est plutôt, à l'époque du SD-WAN, plutôt finalement bien vu. Hein. Oui, c'était un des derniers acteurs indépendants du WAN et du SD-WAN, et donc racheté par HPE, donc HPE, c'est assez, c'est un peu le balancier. Hein. Donc HPE, c'est la scission de HP en deux, hein, HP Inc., HPE. Et depuis qu'il s'est... en gros, concentré plutôt sur le data center, il a procédé à des rachats de manière assez récurrente. Donc, il y a eu SimpliVity, il y a eu Nimble, il y a eu Cray. On l'a un peu oublié, mais Cray, quand même, c'est un nom symbolique du secteur. Ils avaient racheté Aruba pour plus de 2,5 milliards. Et puis là, ils viennent de racheter Silver Peak, dont l'offre SD-WAN sera intégré dans le portefeuille Aruba. Donc, je dirais que HPE s'est concentré sur le data center et maintenant essaye d'élargir son offre pour avoir une couverture plus grande, pour répondre aux besoins des entreprises au niveau du data center. Donc, on voit bien qu'HPE est reparti dans une logique d'acquisition. Et il n'est pas impossible que ça continue et qu'on ait d'autres annonces à faire. Mais pour l'instant, il n'y a rien de réalisé. Alors, autre rachat, pour du coup, c'est pas du tout la même ampleur, mais c'est assez intéressant parce que ça nous touche, en tout cas géographiquement, plus directement, et puis c'est toujours intéressant. C'est OVH Cloud qui reprend un acteur pas forcément très connu, hein, mais qui s'appelle OpenIO, qui est aussi assez intéressant par rapport à la structuration de la problématique du cloud. Donc OpenIO, en fait, c'est une entreprise française qui a été créée dans les années 2000, il y a 5-7 ans à peu près, spécialisée dans le stockage objet. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. On avait reçu Georges Letizia il n'y a pas très longtemps, qui avait participé au développement de cette entreprise. Et donc ce rachat par OVH est relativement logique. Ça va permettre à OVH de développer son offre
dans ce domaine qui est très particulier du stockage d'objets. Bon, effectivement, comme vous le disiez, ça n'a pas l'ampleur de l'annonce précédente, mais en tout cas, c'est significatif et montre que OVH continue sa progression et sa mutation, parce qu'on est passé du serveur dédié, on passe du serveur dédié à 300 € voilà, c'est ça, vers un cloud d'entreprise avec un niveau de service. Donc c'est vraiment une extension de l'offre qui est aujourd'hui beaucoup plus large qu'elle ne l'a été. Très bien, Guy, je vous remercie pour ce passage en revue de l'actualité estivale. Et puis je propose à nos lecteurs de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique Bio, édition évidemment plus traditionnelle. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.